Ces montagnes rouges et ocres, érodées par le vent. Ce désert torride de pierre et de sable. Cette terre sans vie, sans homme, est une terre sacrée. Ouverte sur la mer Rouge, cette région qui va de la péninsule arabique au désert oriental égyptien, en passant par le Sinaï, a donné le jour aux grandes religions et abrité des civilisations éblouissantes. En parcourant ces déserts, nous suivons les traces de Pharaon et de Moïse, des Nabatéens et de tous les héros de l'Antiquité gréco-romaine. À la découverte des temples créés par l'homme en l'honneur des dieux et des chefs-d'œuvre inventés par la nature pour étonner les hommes, nous mettons le cap sur l'Égypte et les trésors de la mer Rouge. C'est à Hurghada, station balnéaire égyptienne située à 400 km au sud-est du Caire, que commence notre voyage. C'est là, dans cette marina colorée abritant des voiliers et des petits yachts équipés pour la plongée, que nous attend notre bateau, l'Harmonie G. Mais avant de larguer les amarres et de mettre le cap sur le Sinaï, nous prenons la direction de Luxor et de la vallée du Nil. C'est en convoi, précédé par une voiture de l'armée, que nous prenons la route menant à Luxor. 300 km au travers du désert oriental. Après 4 heures de ligne droite, entrecoupée de quelques barrages de police, les premiers palmiers font leur apparition. Ici commence une autre Égypte, verdoyante et luxuriante. Une Égypte bénie des dieux par la grâce du Nil. Si nous sommes venus à Luxor, ce n'est pas seulement pour le plaisir de naviguer sur le Nil à bord d'une felouk. Nous voulons savoir quel rapport l'Égypte du fleuve entretenait dans l'Antiquité avec l'Égypte de la mer. On sait le rôle joué par le Nil et ses crues dans la richesse du pays. Synonyme d'irrigation et donc d'abondance agricole, les crues ont fixé la population dans la vallée, de part et d'autre des rives du fleuve sacré, sur près de 40 km à l'intérieur des terres. On comprend donc que les souverains aient choisi d'y bâtir leur capitale et d'y élever les plus grands sanctuaires. Mais qu'il n'y ait pas la moindre trace de villes et de temples sur les rivages de la mer Rouge, voilà qui interroge. Le temple de Karnak, que les Égyptiens appelaient l'endroit qui surpasse tous les autres, est sans aucun doute le plus grand ensemble jamais construit en Égypte. Pendant près de 1500 ans, pylônes, obélisques, temples, kiosques, chaque pharaon contribue à son embellissement et à son agrandissement. En dehors de la pierre, l'essentiel des matériaux et des produits vient de l'extérieur du pays. Bois du Liban, minerais du Sinaï, or, ivoire, plumes d'autruche d'Éthiopie, gomme et encens du Yémen. Tout fonctionne comme si l'Égypte, repliée sur elle-même et sur la vallée du Nil, ne s'ouvre au monde que pour y puiser les ressources dont elle a besoin. Les pharaons se détournent ainsi de la mer. Pour les prêtres, alliés du pouvoir, cet isolationnisme est un moyen de mettre un espace entre le peuple et les idées pouvant venir de l'extérieur. La mer Rouge, comme toutes les autres mers, finit par être maudite,
et les naufrages représentés comme des punitions divines. C'est pour cette raison sans doute que les anciens Égyptiens ne furent jamais de grands navigateurs et que le moindre voyage au travers de la mer Rouge ou de l'océan Indien était salué comme un exploit, au point d'être gravé dans la pierre. Le Nil représentait tout pour les Égyptiens anciens. Son importance dépassait de loin celle de la mer Rouge. La relation qu'ils entretenaient avec le Nil était donc très forte. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont préféré s'installer le long du fleuve. La mer Rouge était donc un peu plus éloignée. Malgré cet éloignement, malgré cette distance, les Égyptiens ont envoyé des missions sur les côtes de la mer Rouge. Elles avaient pour mission d'extraire des mines de la région, de l'or et des pierres précieuses. Parmi les très nombreuses missions qui ont été envoyées en mer Rouge, la plus connue est sans doute celle ordonnée par la reine Hatchepsout. En gravant dans la pierre le récit des expéditions qu'elle ordonna vers le pays du Punt, l'actuelle Somalie, Hatchepsout apporte un précieux témoignage sur les échanges commerciaux dans l'Égypte ancienne. Il est probable que d'autres pharaons comme Ramsès II commanditèrent des voyages comparables. Si on ignore leur existence, c'est sans doute qu'ils préférèrent laisser le souvenir de leurs exploits guerriers. Le soleil se couche sur le temple de Luxor. C'est l'heure où les dieux de l'ancienne Égypte suivaient en barque la course de l'astre sacré, montrant aux fidèles le chemin menant à l'au-delà. Durant la nuit, l'harmonie G a quitté Hurghada. Au matin, nous approchons des rivages du Sinaï. Hurghada, qui s'étend sur une distance de près de 75 km, jusqu'au niveau de Sharm el-Sheikh, est un des plus grands ports touristiques d'Égypte. La principale difficulté ici est que nous avions l'habitude des croisières dans des pays à la mentalité européenne. Ici, la mentalité est complètement différente. Mais bien sûr, pour réussir et pour faire le bonheur de nos hôtes et pour les satisfaire, nous devons adapter nos mentalités et nos services aux standards d'ici. À quelques milles de Sharm el-Sheikh, le pilote monte à bord pour assister le commandant dans sa manœuvre finale. Sharm el-Sheikh est aujourd'hui la station balnéaire égyptienne. 20 ans en arrière, avant que l'Égypte, suite aux accords de Camp David, ne récupère le Sinaï, occupé par Israël depuis 1967, il n'y avait rien d'autre ici qu'un petit village entre désert et mer Rouge.
boutiques de souvenirs et les casinos qui font la célébrité de Sharm el-Sheikh attendront. Nous sommes ici pour découvrir le désert et le monastère Sainte-Catherine. Le Sinaï est marqué par son passé religieux. Le mot lui-même, Sin, évoque le dieu Lune, objet de l'un des cultes les plus anciens du Moyen-Orient. Mais c'est avant tout à la Bible et à Moïse que renvoie le Sinaï. Le désert était autrefois le royaume des Bédouins. Ils s'y déplaçaient librement. Aujourd'hui, ils doivent vivre avec la route qui relie la mer au monastère Sainte-Catherine. L'occasion pour certains de faire un peu de commerce avec les voyageurs de passage. Le jour vient de se lever, caressant la montagne de reflets mauves et violets. Impossible de regarder cette montagne que réchauffent peu à peu les premiers rayons du soleil sans penser à Moïse et à l'épopée biblique. La beauté du lieu force l'admiration. Pour les pèlerins, minuscules taches blanches agrippées au flanc de la montagne, cette nuit passée au sommet du mont Moïse restera sans doute l'un des moments les plus forts de leur vie de croyants. Le retour sur les pas du prophète commence au IIIe siècle avec l'arrivée des premiers chrétiens fuyant les persécutions romaines. Il se poursuit pendant 3 siècles jusqu'à la fondation du monastère Sainte-Catherine. La silhouette du monastère avec son épais mur d'enceinte est inchangée depuis le VIe siècle. C'est l'empereur Justinien qui aurait demandé la fortification du monastère afin de protéger les chrétiens du Sinaï, mais aussi pour contrôler les routes commerciales entre l'océan Indien et la Méditerranée. Si l'enceinte possède une remarquable unité, le style des autres bâtiments est plus hétéroclite, leur construction s'étalant sur plus d'une dizaine de siècles. Au XIe siècle, par exemple, le monastère s'enrichit d'une mosquée et de son minaret. Une façon habile, sans doute, de le rendre intouchable face aux pressions musulmanes. Le monastère renferme une magnifique collection de manuscrits. Le père Justin, un Américain de Boston, en a la charge depuis 9 ans, aidé par Amin, un jeune bédouin. Ces livres sont fantastiques. Ils contiennent tant de sagesse. Quand on pense au temps et au labeur nécessaires pour la préparation des cuirs, l'écriture du texte, la reliure d'un manuscrit, on se rend bien compte de la somme colossale de travail que représente chacun d'entre eux. Et puis on lève les yeux et on voit des milliers et des milliers de manuscrits, soit le travail de plusieurs générations de moines depuis de nombreux siècles. Certains des plus beaux manuscrits que l'on trouve ici ont été fabriqués dans les plus grands ateliers de l'Empire de Constantinople. Leurs pages sont couvertes d'or, leurs enluminures sont magnifiques, leurs reliures raffinées sont d'or, d'argent et de pierres précieuses. Ils ne peuvent que provenir des ateliers de l'Empire de Constantinople. Et puis il y a des manuscrits dont nous savons qu'ils ont été écrits ici dans le Sinaï. Ils sont le produit des matériaux les plus simples, les plus basiques. La vie ici était dure, austère. Je pense que toutes les personnes qui sont venues ici l'ont fait par amour pour l'héritage du mont Sinaï. Des moines vivent ici de façon ininterrompue depuis 17 siècles, depuis l'aube de la présence monastique. La plus ancienne congrégation date de l'an 380. Une caravane est venue d'Espagne à Jérusalem
et a poursuivi sa route jusqu'ici. Le mont Sinaï a toujours fait partie intégrante de la Terre Sainte. À cette époque, si vous aviez la détermination, le temps et les ressources nécessaires pour effectuer le voyage, alors votre itinéraire vous menait à Jérusalem puis au Sinaï. Et cette dévotion que nous observons aujourd'hui n'a pas quitté ces lieux depuis la fin du IVe siècle. L'origine de l'héritage du Sinaï remonte aux révélations divines, notamment celle de Moïse et du buisson ardent. Cachés dans l'une des plus anciennes parties du monastère, à l'ombre du mur d'enceinte, les pèlerins viennent admirer le buisson ardent. Cette plante que les botanistes ont baptisée Rubus sanctus est une espèce unique au Sinaï, d'une longévité exceptionnelle. Devant notre surprise de voir le peu de cas que l'on fait d'un arbre aussi sacré, l'un des moines finit par nous dire qu'il ne s'agit là en fait que d'un descendant du célèbre buisson. Si les botanistes viennent au secours de la religion, il n'y a plus rien à dire. Je crois que notre plus important but, c'est la prière. On ne peut pas comprendre les personnes. Aujourd'hui, vivant dans un tel monde tout à fait matérialiste, c'est difficile de comprendre quelque chose comme ça, mais c'est la vérité. Mais excepté ça, nous, comme à tous les monastères, il y a la philoxénie, hospitalité spirituelle plutôt. Que nous acceptons les personnes qui viennent ici pour voir, pour admirer quoi, la grâce qui existe à la place. Le monastère accueille les visiteurs chaque matin. De simples touristes, mais aussi des pèlerins, grecs pour la plupart, Sainte Catherine appartenant à l'église orthodoxe grecque. Le père Justine a entrepris la numérisation des archives de la bibliothèque afin de les rendre accessibles par Internet. Quelques heures par jour, Hamid vient l'aider dans cette tâche colossale. Ce n'est pas si facile de vivre les deux à la fois, la vie citadine et la vie bédouine. C'est pour cette raison que nous essayons de préserver nos coutumes héritées de la tradition bédouine, tout en maintenant le contact avec le monde extérieur et la modernité. Nous sommes ouverts sur l'éducation, mais respectons dans le même temps nos propres traditions. À mon avis, tôt ou tard, la vie bédouine finira par s'éteindre. Il y a un vrai changement car une grande partie des Bédouins a quitté le désert pour s'installer en ville, bien que d'autres continuent de préserver leurs traditions. En ce qui concerne nos rapports avec le monastère, nous sommes en quelque sorte responsables de sa protection et de celle des visiteurs.
Les Bédouins de Sainte-Catherine font partie de la tribu des Djabaliya. Ils se considèrent comme les descendants des soldats byzantins d'origine roumaine venus dans le Sinaï au cours du 7e siècle pour protéger les moines. Islamisés depuis fort longtemps, ils continuent cependant à entretenir des rapports étroits avec le monastère. Nous allons bientôt quitter Sainte-Catherine. Les derniers rayons du soleil frôlent le sommet de la montagne, refermant la parenthèse du jour. C'est l'instant où certains moines aiment venir sur les terrasses du monastère pour admirer dans la lumière du crépuscule la beauté de cette vallée bénie des dieux. Retour à Sharm el-Sheikh, à Namabé plus précisément. Les rivages de la mer Rouge situés à la pointe sud du Sinaï sont reconnus dans le monde entier pour la beauté de leur fond. Chaque matin, ce sont des centaines de bateaux qui se préparent au départ vers les sites de plongée. Nous nous dirigeons maintenant vers le parc national de Ras Mohammed. La vie marine est extrêmement foisonnante par ici. Cela s'explique par le fait que les courants du golfe de Suez, du golfe de Qaba et de la mer Rouge elle-même se mélangent pour donner le meilleur dans cette zone. Cette région protégée a commencé à s'organiser sous l'impulsion du gouvernement égyptien en 1982. C'est l'un des 10 plus beaux sites de plongée qui abrite les récifs de Shark Reef et de Yolanda Reef.
y a 25 millions d'années de la séparation du continent africain et de la péninsule arabique, la mer Rouge possède un écosystème unique en son genre. Cette plongée à Ras Mohammad est un feu d'artifice de formes et de couleurs. Ici s'épanouissent 250 espèces de coraux et plus de 1200 espèces de poissons. Good. Que pouvons-nous voir? Beaucoup de beaux coraux, de poissons clowns, de mérous, de vivanos et plein d'autres. Heureux mais épuisés, nous prenons le chemin du retour vers Sharm el-Sheikh. De retour à bord du bateau, nous nous rendons à la passerelle où le commandant a improvisé une petite réception. Vous aimez recevoir les gens à la passerelle? Bien sûr, c'est un grand plaisir. En tant qu'hôte du bateau, ce sont des invités dans ma maison. Ils reçoivent le même traitement que celui auquel ils auraient droit dans ma maison. J'en suis toujours ravi. Et le résultat, c'est que tout le monde vient. Don't get me.
profitons de cette dernière soirée à Sharm el-Sheikh pour aller flâner dans les souks. Les épices et les soieries en provenance de l'Inde ou de l'Arabie, qui circulaient autrefois au travers du Sinaï, cohabitent avec les produits de l'artisanat local et les incontournables souvenirs estampillés Égypte ancienne. La nuit venue, Nama Bay se donne des allures de Las Vegas. Sur des kilomètres, ce ne sont que casinos, hôtels de luxe et centres commerciaux. C'est à qui sera le plus kitsch et le plus extravagant pour attirer les touristes. L'Harmonie G a quitté Sharm el-Sheikh. Il navigue désormais vers le nord en direction d'Aqaba, en Jordanie. À quelques kilomètres d'Aqaba se trouve l'un des plus beaux trésors de la mer Rouge, Petra. Des falaises déchiquetées, entaillées, défigurées par l'eau et le vent. Petra est là devant nous, et pourtant, nous ne la voyons pas. À l'abri d'un chaos géologique indescriptible, les Nabatéens ont inventé une ville organique qui a tiré sa force et sa beauté des contraintes imposées par la nature. L'épais plateau calcaire qui recouvre une partie du sud de la Jordanie laisse apparaître à Petra des grès extraordinaires, tantôt blancs, tantôt rouges, qui forment le décor de la ville. Fissurés par les soubresauts de la terre, ces failles ont ensuite été modelées par l'érosion. Mohamed est archéologue et dirige le musée de Petra. Il vient aujourd'hui sur le site pour rencontrer l'équipe de fouilles américaine qui travaille à la restauration du Grand Temple. Leur territoire s'étendait au nord, à la région de Ouran et aux hauteurs de Damas. Au sud, à Madain Saleh, dans la péninsule arabique. À l'ouest, jusqu'à Gaza. Et à l'est, jusqu'aux confins du désert de Badia el-Sham.
C'est au VIe siècle avant Jésus-Christ que les Nabatéens, originaires d'Arabie, arrivent en Jordanie. À l'origine nomades, ils prennent progressivement le contrôle du commerce caravanier. Profitant d'un site naturellement protégé par la nature, ils imposent Pétra comme une étape importante sur les routes reliant l'Orient à l'Occident pour le commerce de l'encens, de la myrrhe et des épices. Le Sikh, un étroit défilé long de plus d'1 kilomètre, constitue l'accès principal de la ville antique. Un arc reliant les 2 parois de la falaise en marquait l'entrée. L'étroitesse du défilé, qui ne mesure par endroits que quelques mètres, la falaise haute de plus de 100 mètres, facilitait la surveillance et la protection de la ville. Les restes d'un groupe statuaire représentant un homme suivi de ses dromadaires rappellent l'importance du commerce caravanier et la position stratégique occupée par Pétra sur les routes du Proche-Orient. La piste menant vers le Negev et Gaza assurait un débouché sur la Méditerranée et l'accès au port de Syrie, tandis que la liaison avec la mer Rouge permettait les échanges avec l'Arabie et la Mésopotamie. En dehors du commerce, le génie des Nabatéens s'exprime dans l'hydraulique. Des barrages installés dans les failles de la falaise retenaient l'eau qui était ensuite transportée dans des canalisations jusqu'à la ville. Au détour d'une courbe du défilé, tel un mirage surgissant de la pénombre, apparaît entre les parois sombres de la falaise la façade rose d'un monument qui symbolise à lui seul tout le mystère et la magie de Pétra. Le Kazné, trésor en arabe. Haut de 39 mètres, large de 28, le Kazné, créé au 1er siècle avant Jésus-Christ sous le règne du roi Arétas III, est le mieux conservé des monuments de Pétra. Il a été sculpté dans la falaise de haut en bas. Les traces des échafaudages et des échelles sont toujours visibles. L'étage inférieur, constitué d'un portique avec fronton et de 6 colonnes corinthiennes, est orné de statues, détériorées pour l'essentiel par les iconoclastes chrétiens ou musulmans. Le second étage, d'une grande élégance, est divisé en 3 éléments. Au centre, un petit temple rond, avec un toit surmonté d'une urne, et sur les côtés, 2 niches à demi-fronton. La ville basse, qui s'étend au-delà du Sikh, possédait son marché, ses bains, son théâtre, ses temples, et naturellement ses villas. Les Nabatéens ne vivaient pas dans les monuments rupestres, utilisés uniquement comme tombeaux ou comme lieux de culte. La force et la sagesse des Nabatéens est d'avoir, sans se renier, su adapter leur mode de vie, leur religion et leur culture aux puissances dominantes de leur époque. Le grand temple qu'une équipe d'archéologues américains reconstitue peu à peu est bien un temple nabatéen, même s'il a l'allure d'un édifice romain.
About 13 down. Cela a toujours été mon rêve de travailler ici, de révéler le passé glorieux et l'histoire des Nabatéens. C'est un site magique qui recèle de nombreux secrets et nous avons réussi à percer les mystères du Grand Temple, qui est le plus grand édifice érigé à Pétra. Ce temple a été construit entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Comme vous le savez, les Nabatéens sont restés indépendants quelque temps avant d'être annexés par les Romains en 106 après Jésus-Christ. Ce lieu est un témoin très original et très poignant qui montre ce qu'étaient les Nabatéens et comment ils ont construit leur capitale. Taillés dans la roche rouge du Djebel al-Roubta qui domine la ville basse, les tombeaux royaux sont l'autre merveille de Pétra. Aucune découverte archéologique n'est venue confirmer que ces sépultures sont bien celles de souverains, mais leur dimension et le raffinement de leur décoration suffisent à confirmer cette hypothèse. Même si elle a subi les injures du temps et des éléments, la tombe corinthienne avec ses demi-colonnes massives représente un magnifique exemple de style nabatéen classique. Avec ses 49 mètres de large et ses 45 de haut, la tombe palace est la plus monumentale de Pétra. De style nettement hellénistique, elle se distingue toutefois de toutes les autres à cause de son deuxième étage rythmé par 18 colonnes coiffées de chapiteaux nabatéens. Derrière la sobre façade de la tombe de l'urne s'ouvre une vaste salle dont les murs semblent revêtus d'un tissu moiré. Signe que la fin du jour approche, les Bédouins regroupent les chèvres. Les Bédouins habitent le petit village de Wadi Moussa. Il y a quelques années encore, beaucoup d'entre eux vivaient dans les tombes de Pétra. C'est à quelques kilomètres de Pétra, dans un étonnant désert de pierre, que nous nous rendons pour découvrir Wadi Ram, ultime trésor de ce voyage en mer Rouge. Bien avant que les aventures hollywoodiennes de Laurence d'Arabie ne révèlent au monde entier l'existence et la beauté des paysages de Wadi Ram, les Bédouins vivaient ici, au milieu du désert. Si les 4x4 ont remplacé les caravanes de chameaux, les Bédouins demeurent toujours attachés à leur mode de vie traditionnel. On a des chèvres, des moutons, des chameaux.
Quand il n'y a pas de touristes, on travaille avec la famille dans le désert. Même si vous me donnez des tas et des tas de choses pour aller vivre en ville, ça ne m'intéresse pas. Je préfère la vie calme du désert. J'aime cette vie. Je me sens libre. Parce que dans le désert, tu peux aller partout où tu veux. Personne ne te dit où aller. Près d'un millénaire avant l'arrivée de l'islam, ces montagnes ocre étaient un lieu de rassemblement pour les tribus arabes. À cette époque, les villages de Wadi Ram faisaient partie de la confédération nabatéenne. Ils assuraient la sécurité et offraient des relais aux caravanes allant de la mer Rouge à la Méditerranée. Au pied des montagnes de Wadi Ram, les archéologues ont mis au jour des temples rudimentaires. De simples espaces carrés, matérialisés au sol par des alignements de pierres. Saba Fares, archéologue et épigraphiste, va nous apporter une preuve encore marquante de l'existence d'un peuplement ancien à Wadi Ram. C'est l'écriture qu'on voit le plus diffusée ici, dans la région. Elle est diffusée sur l'ensemble de la péninsule arabique, surtout dans le nord, et on l'appelle nom arabique. Elle est connue sous le nom de Tamoudien, d'après le nom d'une tribu arabe ancienne qui s'appelle Tamoud. La plupart des inscriptions, ce sont des dédicaces à la divinité ici, Allat, qu'on sait à côté du point d'eau parce qu'il y a une source à côté. Et l'autre divinité qu'on trouve ici, c'est la divinité d'Achar, qui est la divinité des bétails. Les personnes ordinaires, ils écrivaient par ces écritures-là. Donc l'écriture nabatéenne que vous voyez à Petras et qu'on trouve ici dans quelques endroits, c'est des écritures utilisées au fait par le pouvoir. Mais les personnes ordinaires, c'est ce qu'ils utilisaient. Poussés par la curiosité naturelle du voyageur, nous avons découvert des lieux d'une beauté à couper le souffle. Le Sinaï, Ras Mohammad, Karnak, Sainte-Catherine, Petra, Wadi Ram. Certains d'entre eux sont le fruit du génie de l'homme, d'autres du seul talent de la nature. Mais tous ont porté nos émotions bien plus loin que nous l'avions imaginé. À l'instant où le soleil se couche sur Wadi Ram, j'observe avec envie et admiration la façon dont Mohamed profite de l'instant présent. Loin d'être blasé par la beauté du crépuscule, il profite de cet instant comme si c'était le dernier. C'est peut-être ce que l'on appelle la sagesse ou tout simplement le bonheur.